Ce n'est qu'une chambre, le bébé en a besoin, a dit ma mère alors que ma table était sous la pluie. Je payais 1500 € par mois. Je suis parti cette nuit-là. La pluie tombait à verse ce lundi après-midi, le genre de déluge froid et incessant qui s'infiltre dans vos os et vous fait remettre en question chaque choix de vie qui vous a mené à cet instant. J'étais épuisé, mes épaules endolories d'avoir catalogué toute la journée une cargaison de correspondances du 19e siècle au musée. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer dans mon lit, peut-être réchauffer des restes de pâtes et me perdre dans un documentaire sur l'architecture victorienne. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi pour trouver ma table à dessin vintage, celle que j'avais passé 6 mois à dénicher dans des ventes de succession, et 3 autres mois à restaurer minutieusement de mes propres mains, gisait sur le côté dans le jardin de devant, comme un déchet abandonné. Je pouvais la voir depuis ma voiture, l'eau s'accumulant dans les rainures sculptées à la main que j'avais passé des heures à nettoyer avec une brosse à dents. Mon cœur a sombré dans mon estomac. Je n'avais même pas encore mis la voiture en stationnement quand je l'ai vue. Paisley, ma sœur. Debout près de la fenêtre de ma fenêtre de chambre, avec son téléphone tenu à cet angle insupportable, se filmant avec ce sourire étudié qu'elle avait perfectionné pour ses 250 abonnés. Salut les rêveurs, c'est Paisley, et oh, les amis, j'ai une annonce absolument incroyable, sa voix portait à travers la pelouse humide, artificiellement vive et énergique. Nous créons enfin l'espace parfait pour l'arrivée de bébé en B, et laissez-moi vous dire que la lumière naturelle dans cette pièce est juste la perfection. Mes mains tremblaient alors que je mettais la voiture en stationnement, pas à cause du froid. Bien que mon mince cardigan ait déjà été trempé par le sprint de 30 secondes du parking du musée à ma voiture. Non, je tremblais d'une rage si pure, si absolue, qu'elle ressemblait à de l'électricité parcourant mes veines. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru vers la maison, mes chaussures faisant un bruit de succion dans la pelouse boueuse. En passant devant la table à dessin, j'ai pu voir les dégâts de près. Les joints que j'avais si soigneusement recollés se séparaient, la finition était ruinée. Des mois de travail, détruits en un après-midi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait irruption par la porte d'entrée, l'eau dégoulinant de mes cheveux sur le parquet que j'avais aidé à rénover 2 étés auparavant. Ma mère, Pamela, se tenait dans le salon, les bras croisés, arborant cette expression que j'avais appris à si bien connaître, celle qui disait qu'elle avait déjà décidé que j'étais déraisonnable, avant même que j'aie ouvert la bouche. Audrey, tu fais une scène, dit-elle, la voix sèche. Entre correctement et ferme la porte, tu laisses entrer le froid. Ma table à dessin est dehors sous la pluie. Ma voix s'est brisée, et je me suis détesté pour ça. Ma table, maman, celle que je restaure depuis des mois. Elle est ruinée. Eh bien, il fallait faire de la place, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Paisley a besoin d'espace pour installer la chambre de bébé, et cette table prenait tellement de place, on ne pouvait pas circuler autour. La fixée, l'eau dégoulinant toujours de mes vêtements, formant une flaque sur le sol. Faire de la place? Dans ma chambre? C'est ma chambre, maman. Mon espace privé. L'espace pour lequel je paie. Ne sois pas dramatique, elle a agité la main avec dédain. Ce n'est qu'une chambre, et techniquement, ton père et moi sommes propriétaires de cette maison. Les mots restèrent en suspens entre nous. Techniquement. Comme si les 1500 € que j'avais virés sur leur compte chaque mois au cours des 3 dernières années n'étaient qu'une suggestion. Comme si les 10 000 € que j'avais dépensés pour rénover le grenier en un studio utilisable étaient de l'argent de poche. Laissez-moi revenir en arrière. Vous devez comprendre ce que j'ai sacrifié pour être dans cette maison. Il y a 3 ans, mon père, Arthur, a fait ce qu'il a appelé des investissements agressifs dans un projet de développement immobilier commercial qui a fait faillite. Les détails étaient flous, papa n'a jamais été bon avec les chiffres, malgré sa confiance démesurée, mais le résultat était limpide, la maison était lourdement hypothéquée et sa valeur était inférieure à la dette d'environ 40 000 €. La banque a envoyé des avis de saisie. Ma mère a pleuré pendant des semaines. Je vivais alors dans un appartement décent près du musée, le partageant avec une colocataire qui respectait les limites et payait sa part des charges à temps. J'avais des économies, j'avais la paix, j'avais une vie qui avait un sens. Mais je suis archiviste. Je préserve les choses. Je rétablis l'ordre à partir du chaos. Ce n'est pas seulement ce que je fais, c'est ce que je suis. Et l'idée que la maison de mon enfance, aussi imparfaite soit-elle, soit saisie par une banque, que mes parents deviennent une de ces histoires édifiantes que les gens chuchotent lors des dîners, je ne pouvais pas laisser cela se produire.
Alors je suis revenu. J'ai négocié un accord, 1500 € par mois, qu'ils appelaient le loyer, mais que nous savions tous aller directement au paiement de l'hypothèque. J'ai pris le grenier, cet espace poussiéreux et exigu rempli de décorations de Noël et de boîtes de manuels universitaires de ma mère qu'elle n'avait jamais ouvert en 30 ans. J'ai dépensé 10 000 € de mes économies durement amassées pour le transformer. J'ai installé une lucarne pour faire entrer la lumière naturelle. J'ai posé un parquet en chêne chaleureux sur le contreplaqué brut. J'ai insonorisé les murs, car le travail d'archivage exige une concentration absolue, une date mal placée, un document incorrectement attribué, et des mois de recherche peuvent s'effondrer. Je l'ai rendu beau. Je l'ai fait mien. C'était mon sanctuaire, le seul endroit dans cette maison où je pouvais respirer. Et pendant 3 ans, ça a fonctionné. Je payais mes 1500 € chaque mois, toujours à l'heure, toujours sans me plaindre. J'ai regardé mon compte d'épargne diminuer. J'ai refusé des invitations à dîner parce que je ne pouvais pas me permettre à la fois la contribution à l'hypothèque et une vie sociale. J'ai fait en sorte que ça marche, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. C'est ce que je pensais que la famille signifiait. Puis Paisley est arrivée. Il y a 6 mois, elle est arrivée avec Jess, son mari, bien que je le considérais toujours comme Kyle du lycée, le gars qui avait été médiocre au basketball et encore plus médiocre dans ses décisions de vie. Il avait perdu leur appartement en copropriété lorsque ses investissements en crypto-monnaie, car bien sûr il était dans la crypto, se sont effondrés de manière spectaculaire. Ils avaient besoin d'un endroit où rester. Temporairement, m'avait assuré ma mère. Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Paisley s'était réinventée, encore une fois. Elle était passée de Jessica à Paisley parce que c'était le plus mémorable pour l'image de marque. Elle avait été une blogueuse parentale ratée avec son premier enfant, Braden, générant du contenu que peut-être 12 personnes lisaient, la plupart étant des robots spammers. Maintenant, elle était enceinte de son deuxième enfant, Amber, apparemment, et convaincue que cette fois, elle percerait l'algorithme et deviendrait une influenceuse. Tout ce dont elle avait besoin était le décor parfait, l'esthétique parfaite, la lumière naturelle parfaite. Ma chambre, mon sanctuaire, ma lucarne. Je l'avais vu venir. La façon dont elle avait commencé à apparaître à la porte du grenier, téléphone à la main, filmant nonchalamment. Juste quelques plans d'illustration, disait-elle avec ce faux sourire mielleux. La façon dont elle commentait comment la lumière frappait le parquet en chêne, comment les poutres apparentes étaient si rustiques chic. Mais je ne pensais pas que même elle serait aussi effrontée. J'ai monté les escaliers 4 à 4, mes chaussures mouillées laissant des empreintes sur le tapis de l'escalier. La porte de ma chambre était grande ouverte. Paisley se tenait au milieu de l'espace, la main posée sur son ventre de femme enceinte, de cette manière théâtrale qu'elle avait, dirigeant Jess alors qu'il déplaçait ma bibliothèque. Non chérie, incline-la plus vers la gauche. Les livres doivent être visibles dans le cadre mais pas écrasantes, tu sais? On veut du douillet, pas du désordre. Elle se filmait dans le miroir, faisant cette moue en cul de poule qui était passée de mode il y a 5 ans. Mon bureau était poussé contre le mur, des papiers éparpillés sur le sol, mon système de classement soigneusement organisé démoli. La lucarne que j'avais installée, celle que j'avais spécifiquement choisie pour réduire l'éblouissement pour le travail d'archivage, était maintenant illuminée par une de ces lampes annulaires que les influenceurs utilisent, projetant des ombres dures à travers la pièce. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ma voix est sortie étranglée. Paisley s'est retournée, son sourire ne faiblissant pas une seconde. « Audrey, timing parfait. Nous faisons une révélation de transformation de chambre demain. N'est-ce pas excitant? L'algorithme adore les avant-après. Sortez. Oh, ne sois pas comme ça. Elle a baissé son téléphone, enfin, mais son expression est restée exaspérément sereine. Maman a dit que c'était bon, et honnêtement Audrey, tu n'es même jamais là pendant la journée, tu es toujours dans ce musée poussiéreux. J'ai besoin de cet espace pour la création de contenu. C'est essentiellement un investissement commercial. Jess a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, au moins. Il a posé la bibliothèque et a haussé les épaules en s'excusant. Désolé Audrey, mais Paisley dit que la lumière ici est la plus esthétique. Considérez ça comme un investissement dans la start-up de ta sœur. Quand la chaîne décollera, on aura notre propre logement, et tu pourras récupérer la chambre. Un investissement dans la start-up de ma sœur, avec mon espace, ma lumière, mon sanctuaire. Je me suis retourné et je suis redescendu,
la voix de Paisley me suivant. Audrey, ne sois pas puérile. C'est bon pour toute la famille. Mes parents attendaient dans le salon. Papa était assis dans son fauteuil inclinable, la télévision diffusant un programme d'information qu'il ne regardait pas. Maman se tenait toujours les bras croisés, la mâchoire serrée de cette manière têtue qui signifiait qu'elle avait déjà pris sa décision. « Je veux récupérer ma chambre », ai-je dit d'un ton plat. « Maintenant. »« Audrey, ta sœur est enceinte », a dit maman, comme si c'était une carte maîtresse qui annulait toute logique. Elle a besoin d'énergie positive. Elle a besoin d'un bel espace pour créer du contenu afin de pouvoir gagner de l'argent pour sa famille. Tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. Qu'y a-t-il de mal à dormir dans le salon pendant quelques mois? J'ai regardé mon père, Arthur Moore, l'homme qui avait fait des chèques sans provision et des investissements désastreux, et nous avait ensevelis sous une dette écrasante, l'homme dont je payais l'hypothèque depuis 3 ans. Sûrement qu'il dirait quelque chose, sûrement qu'il me défendrait. Il n'a pas croisé mon regard. La famille est de la famille, Audrey, a-t-il marmonné, fixant toujours la télévision. Quand la chaîne YouTube de ta sœur rapportera de l'argent, elle te rendra la chambre. Nous devons tous faire des sacrifices. Des sacrifices. J'avais sacrifié mes économies, mon appartement, mon indépendance. J'avais sacrifié ma tranquillité d'esprit, ma vie sociale, 3 ans de ma vie, et ils en voulaient plus. Ils voulaient que je dorme sur le canapé défoncé, celui avec le ressort cassé qui vous rentrait dans le dos, pendant que je continuais à payer 1500 € par mois, pendant que Paisley filmait ses délires dans mon sanctuaire. Pendant que Jess le crypto-frère se prélassait en mangeant les provisions que j'achetais, pendant que mes parents acquiesçaient, permettant tout cela. À ce moment-là, debout dans le salon avec l'eau dégoulinant encore de mes vêtements, regardant les yeux fuyants de mon père et l'expression expectative de ma mère, j'ai compris la vérité avec une clarté parfaite. Ils ne me voyaient pas comme une fille, ils me voyaient comme un distributeur automatique de billets avec un cœur qui bat. Bien, ai-je dit, ma voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Je pars. Ma mère a ri, littéralement. Partir? Pour aller où, Audrey? Un hôtel? Ne sois pas puéril, tu vas gaspiller de l'argent par dépit et revenir en rampant dans une semaine. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, j'ai monté les escaliers une dernière fois. J'ai attrapé mon ordinateur portable sous une pile de ses vêtements de maternité. J'ai pris mes documents importants, acte de naissance, passeport, la carte grise de ma voiture. J'ai sorti une valise du placard et j'y ai jeté assez de vêtements pour une semaine. J'avais une conférence de 2 jours à assister, après quoi je reviendrai et trouverai un endroit décent pour moi. Audrey, sérieusement, tu es tellement dramatique, a lancé Paisley alors que je fermais la valise. Ce n'est qu'une chambre. Pourquoi dois-tu toujours tout ramener à toi? Je l'ai regardé, vraiment regardé, cette sœur qui avait emprunté de l'argent et ne l'avait jamais remboursé, qui avait oublié mon anniversaire 3 années de suite, qui avait nommé ses enfants Breden et Ambé et pensait être créative. Profite de la chambre, ai-je dit doucement. J'espère qu'elle t'apportera toutes les vues que tu mérites. Je suis sorti, j'ai descendu les escaliers, passant devant le visage choqué de ma mère, devant mon père qui ne pouvait toujours pas me regarder, et je suis sorti par la porte d'entrée sous la pluie. Qui avait enfin commencé à se calmer. Ma table à dessin était toujours sur la pelouse, ruinée, parce qu'elle gênait le décor d'un selfie. J'ai chargé ma valise dans le coffre de ma Honda vieille de 10 ans et je suis parti. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que je ne pouvais pas rester. Derrière moi, dans la maison que j'avais sauvée de la saisie, ma famille était probablement déjà passée à autre chose, oubliant déjà, supposant déjà que je reviendrais, parce que c'est ce que je faisais toujours. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu savoir, alors que je conduisais dans les rues sombres et pluvieuses sans nulle part où aller, c'est que pendant que je faisais mes valises en larmes, il faisait déjà des achats en ligne. En utilisant ma carte de crédit. La suite pour belle famille chez Madame Thorne sentait les vieux livres et la lavande. C'était petit, une chambre, une salle de bain et une kitchenette qui n'était en réalité qu'une plaque chauffante et un mini-réfrigérateur, mais c'était propre, et c'était calme, et surtout, c'était à moi. J'avais trouvé l'annonce sur un tableau d'affichage communautaire au musée le matin après mon départ. Madame Eleanor Thorne, professeure de littérature à la retraite, 82 ans, avec des cheveux gris acier tirés en un chignon soigné, et des yeux qui ne manquaient rien. Elle m'avait regardé, debout sur son perron avec ma seule valise, et avait dit « Vous fuyez quelque chose ou vous allez vers quelque chose ?»
Les deux, avais-je répondu honnêtement. Elle avait hoché la tête une fois, m'avait proposé un prix juste et m'avait tendu les clés. Le loyer est dû le premier, sans exception, sans drame, sans invité pour la nuit sans préavis. Si vous devez vous effondrer, faites-le discrètement. C'était le discours le plus réconfortant que j'ai jamais entendu. Pendant une semaine, j'ai existé dans un étrange état de limbe paisible. J'ai bloqué le numéro de ma mère, puis celui de Paisley, puis celui de papa, puis celui de Jess. Je suis allé travailler au musée, où le silence était amical plutôt que jugeant, où les documents que je cataloguais restaient exactement là où je les mettais et n'étaient pas jetés sur une pelouse sous la pluie. J'ai mangé des repas simples dans ma kitchenette. J'ai dormi dans un lit qui était à moi seul, dans une chambre avec une porte qui se fermait à clé. J'ai respiré. Je pensais que le silence, l'absence de mon paiement mensuel de 1500 €, serait une punition suffisante. J'imaginais mes parents se démener pour couvrir l'hypothèque, paniquant en réalisant à quel point ils comptaient sur moi. Je les imaginais ressentir des regrets. J'aurais dû mieux les connaître. J'aurais dû me souvenir à qui j'avais affaire. Mais j'avais sous-estimé leur audace, leur avidité, leur conviction absolue que j'existais uniquement pour résoudre leurs problèmes. Exactement une semaine plus tard, le mardi matin est arrivé, froid et lumineux. J'étais au musée, travaillant dans la salle des archives climatisées, où nous conservions les documents les plus fragiles. Il y a quelque chose de méditatif dans le travail d'archivage, la manipulation soigneuse, la notation précise, la façon dont chaque morceau de papier raconte une histoire si vous savez l'écouter. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mes appels personnels provenaient de ma famille bloquée essayant de me joindre depuis différents numéros mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, ici Sébastien de la Gilded Crib. J'appelle pour confirmer la commande de la collection royale pour chambre de bébé d'un montant total de 15 500 €. Le dossier que je tenais m'a glissé des doigts, des papiers s'éparpillant sur la table. Excusez-moi, quelle commande? La commande de meubles de chambre de bébé. Sa voix était professionnelle mais légèrement inquiète maintenant, percevant probablement mon choc. La cliente, Paisley Nash, a passé la commande hier pour une livraison express. Étant donné le caractère urgent de cette demande, elle a précisé qu'elle avait besoin de tout livrer aujourd'hui pour une vidéo de révélation de chambre demain. Nous avons dû transférer tous les modèles d'exposition de notre succursale de district voisine. Le montant total débité sur votre Amex Platinum est de 15 500 €, ce qui inclut les frais de manutention express de 1 200 €. Ma vision s'est assombrie sur les bords. Je me suis agrippé au bord de la table pour me stabiliser. 15 500 €, pour que Paisley puisse avoir son contenu. Pour qu'elle puisse filmer sa révélation de chambre. Pour qu'elle puisse prétendre être une influenceuse à succès pour ses 250 abonnés. Madame, vous êtes toujours là. La voix de Sébastien était passée à l'inquiétude. Y a-t-il un problème avec la commande? Mon esprit tournait à toute vitesse, assemblant les pièces avec la même précision méthodique que j'utilisais pour le travail d'archivage. Je suis prudente avec mes données, obsessionnellement prudente. J'utilise des gestionnaires de mots de passe, j'active l'authentification à 2 facteurs, je n'enregistre jamais les informations de paiement. Sauf. Le souvenir m'a frappé comme de l'eau glacée. Ce jour-là, le jour de mon départ. Mon ordinateur portable avait planté pendant une mise à jour de Windows juste au moment où je devais réserver un vol de dernière minute pour une conférence du musée. J'avais paniqué, épuisé, mes mains tremblant encore de la confrontation. J'avais utilisé l'ordinateur de bureau de mes parents dans le salon, l'ordinateur familial que tout le monde utilisait. J'avais réservé le vol à la hâte, sans réfléchir, et j'avais oublié de décocher la case, celle qui disait d'enregistrer les informations de paiement pour un paiement plus rapide. Mes informations Amex Platinum, stockées dans le remplissage automatique du navigateur, étaient là comme un cadeau, emballé et attendant. Ils ont dû le voir, probablement ma mère, ou Paisley elle-même. Et ils ont dû penser, pourquoi pas? Audrey nous le doit. Audrey a abandonné la famille. Audrey peut se le permettre, elle travaille dans un musée, elle doit avoir de l'argent. Et de toute façon, elle n'appellera pas la police. Nous sommes une famille. Ils pensaient que j'étais un distributeur automatique de billets, une source d'argent infinie et sans émotion dans laquelle ils pouvaient puiser à volonté. Madame? La voix de Sébastien était plus insistante maintenant.
Je dois confirmer. Écoutez-moi très attentivement, dis-je, ma voix perçant le choc avec une clarté soudaine. À quelle heure la livraison est-elle prévue? Notre camion est en fait dans le quartier en ce moment. Je me déplace personnellement pour superviser la livraison, car il s'agit d'une commande urgente VIP. Dans le quartier. En ce moment. Déchargeant pour plus de 15 000 € de meubles sur la propriété que j'avais sauvée de la saisie, en utilisant de l'argent qu'il m'avait volé. Ce n'était pas un emprunt, ce n'était pas un malentendu. C'était du vol. Fraude au dispositif d'accès non autorisé. Usurpation d'identité. De véritables crimes avec de véritables conséquences juridiques. Sébastien, dis-je, ma voix maintenant stable, contrôlée. Ne déchargez rien sur la propriété. Ne laissez personne signer pour la livraison. Maintenez la scène exactement telle qu'elle est. J'arrive tout de suite pour régler ça. Bien, madame, la cliente attend. La cliente a commis une fraude, les jeux interrompus. C'est ma carte de crédit. Je n'ai pas passé cette commande. Quelqu'un a volé les informations de ma carte qui étaient enregistrées sur l'ordinateur de ma famille. Si vous déchargez ces meubles, je déposerai une plainte pour vol, et votre magasin fera partie de l'enquête. Comprenez-vous? Il y eut une pause. Puis la voix de Sébastien est revenue, le masque professionnel fermement en place, mais avec une pointe d'acier en dessous. Je comprends parfaitement. Nous attendrons votre arrivée. Puis-je avoir votre heure d'arrivée estimée? J'ai regardé ma montre. Le musée était à 20 minutes de la maison de mes parents. 25 minutes. Ne laissez personne toucher à ce camion. J'ai raccroché et je suis resté là un instant dans la salle des archives, entouré de siècles de documents soigneusement préservés. L'histoire préservée, le chaos organisé, la vérité documentée. J'avais passé toute ma vie à préserver les choses, à restaurer l'ordre, à prendre soin de tout le monde. Il était temps de me préserver moi-même. J'ai attrapé mon manteau et mes clés. Mes mains étaient maintenant stables. Mon esprit était clair. J'avais pensé que partir était la fin de l'histoire. J'avais pensé que mon silence et le paiement manquant de l'hypothèque suffiraient. J'avais tort. Ce n'était pas la fin, c'était le début. Et j'allais m'assurer qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient fait. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents ressemblait à une plongée tête la première dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches et chaque feu de signalisation qui passait au rouge me donnait l'impression que l'univers leur donnait plus de temps pour achever leur vol. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone à chaque arrêt, rafraîchissant obsessionnellement mon application bancaire, regardant cette charge en attente rester là comme une tumeur. 15 500 €. Le chiffre ne diminuait pas. Il ne disparaissait pas. Il se moquait simplement de moi. Quand j'ai enfin tourné dans la rue où j'avais grandi, la rue où j'avais appris à faire du vélo et écorcher mes genoux sur le trottoir, je l'ai vu. L'énorme camion de livraison de la Gilded Crib était déjà là, garé devant la maison comme une sorte de char de parade grotesque. Le moteur tournait encore, les vapeurs de diesel se mélangeant à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée de la pelouse du voisin. Mon estomac s'est noué. J'ai freiné brusquement et j'ai mis ma voiture en stationnement au milieu de la rue, sans même me soucier de bloquer la boîte aux lettres de Madame Henderson. À travers mon pare-brise, je pouvais voir Paisley dans le jardin de devant, son ventre de femme enceinte proéminent alors qu'elle gesticulait sauvagement en direction du personnel de livraison. Elle montrait le camion, puis la maison, sa bouche bougeant rapidement. Même à cette distance, je pouvais voir l'impatience pleine de suffisance qui émanait d'elle comme des vagues de chaleur. Elle traitait ses travailleurs comme des serviteurs, comme des gens qui existaient uniquement pour réaliser sa fantaisie digne d'Instagram. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à marcher. Mes jambes semblaient se déplacer dans l'eau, mais ma résolution était cristalline. En me rapprochant, j'ai pu entendre sa voix, stridente et exigeante. « Pourquoi restez-vous tous là à ne rien faire? Ouvrez-le. Je dois voir s'il y a des rayures, les modèles d'exposition sont extrêmement rares, vous savez. S'il y a ne serait-ce qu'une éraflure, je posterai un avis qui fera chuter vos notes. » L'un des livreurs, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, essayait de lui expliquer quelque chose, mais elle n'arrêtait pas de l'interrompre. C'est là que j'ai remarqué Sébastien, debout près des portes arrière du camion, les bras croisés, son expression professionnellement neutre mais son langage corporel criant absolument pas. « Madame, a dit Sébastien,
interceptant Pesci alors qu'elle se dirigeait vers le camion. Nous exigeons que le titulaire de la carte signe le manifeste de livraison en personne pour les commandes de grande valeur comme celle-ci. Quoi? Pesci a froncé les sourcils, puis, m'apercevant marcher vers elle, elle a rapidement pointé dans ma direction. Son visage s'est illuminé de ce faux sourire mielleux qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Audrey, oh Dieu merci tu es là. Elle a joint les mains comme si elle saluait une amie perdue de vue depuis longtemps au lieu de la sœur qu'elle avait mise à la porte sous la pluie une semaine auparavant. Dis-leur de tout décharger. Ils sont tellement difficiles, ils disent qu'ils doivent vérifier quelque chose. Fais attention aux rayures, ces pièces sont de qualité d'investissement. L'audace purée à couper le souffle m'a fait monter la bile à la gorge. Elle se tenait là, le ventre gonflé d'un bébé qu'elle ne pouvait pas se permettre, exigeant des meubles achetés avec mon argent volé, agissant comme si j'étais en retard pour l'aider à emménager, comme si rien ne s'était passé. Comme si le grenier, la pluie, ma table à dessin trempée, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Je ne l'ai pas regardée. Je suis passé droit devant elle comme si elle était invisible, me dirigeant directement vers Sébastien. Le personnel de livraison s'est écarté de moi instinctivement, sentant le changement dans l'air. Les yeux de Sébastien ont rencontré les miens, et j'ai vu le léger hochement de tête de reconnaissance. Je suis Audrey Moore, ai-je dit, ma voix claire et assez forte pour que tout le quartier l'entende. Je suis la titulaire de la carte du compte American Express se terminant par 7743. Je n'ai pas autorisé cette transaction. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une lame de guillotine. Le sourire de Pesci a vacillé. Quoi? Audrey, ne sois pas dramatique. Je n'ai pas autorisé cette transaction, ai-je répété, me tournant pour lui faire face directement pour la première fois. Et je la signale comme une fraude. La couleur a quitté son visage. Tu plaisantes. C'est une blague, n'est-ce pas? On en a parlé, tu avais dit. Je n'ai rien dit de tel. Ma voix était glaciale. Tu as volé les informations de ma carte de crédit sur l'ordinateur de maman et papa et tu as fait un achat de 15 000 € sans ma connaissance ni mon consentement. Maman est sortie en courant, portant encore ses gants de jardinage, de la terre maculant son pantacourt kaki. Son visage était un masque de panique mal déguisé en préoccupation maternelle. Audrey, ma chérie, rentre, parlons-en en privé. Tu fais une scène devant les voisins. C'était ça. La même tactique de manipulation qu'elle avait utilisée toute ma vie. La peur du jugement, la terreur de ce que les gens pourraient penser. La règle tacite selon laquelle les affaires de famille restaient derrière des portes closes, aussi toxiques ou abusives que ces affaires puissent être. Mais quelque chose avait changé en moi pendant ces jours à l'appartement de Madame Thorne. Quelque chose s'était libéré. Ou peut-être que quelque chose avait enfin guéri. J'ai regardé ma mère, vraiment regardé, et je n'ai pas vu la figure d'autorité qui avait façonné mon enfance, mais une femme d'âge moyen s'accrochant désespérément aux apparences alors que son monde s'effondrait autour d'elle. Non, ai-je dit simplement. Ses yeux se sont écarquillés. Elle n'était pas habituée à ce mot de ma part. Personne dans cette famille ne l'était. J'ai sorti mon téléphone, déjà déverrouillé sur ma liste d'appels récents. Je m'étais préparé pour ce moment. J'ai appuyé sur le bouton d'appel pour la ligne d'assistance antifraude que j'avais enregistrée plus tôt. Puis j'ai fait quelque chose qui a fait pâlir le visage de ma mère, je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai monté le volume au maximum. La sonnerie a fendu le silence de l'après-midi de banlieue comme une sirène. Une fois. 2 fois. 3 fois. Madame Henderson regardait probablement par sa fenêtre. Les livreurs se tenaient figés, sentant qu'il assistait à quelque chose qui allait bien au-delà d'un simple litige de livraison. Service d'assistance antifraude de la Bank of America, Jennifer à l'appareil, comment puis-je vous aider aujourd'hui? La voix est sortie, cristalline, professionnelle et neutre. Ma mère a tendu la main vers mon téléphone, mais j'ai reculé, le tenant loin d'elle. Oui, bonjour, ai-je dit, mes yeux rivés sur le visage de ma mère. Je dois signaler une transaction frauduleuse sur ma carte American Express Platinum. Mon compte a été compromis via un appareil non sécurisé. Le fraudeur a utilisé mes identifiants enregistrés pour effectuer des achats en ligne non autorisés. Je confirme que je n'ai pas effectué cette transaction, que je n'ai autorisé personne à utiliser mon compte, et je signale cela comme une usurpation d'identité. Les mots semblaient puissants.
Chaque syllabe était un clou dans le cercueil de leur sentiment de droit. Je vois, a dit Jennifer, son ton passant à une efficacité vive. Pouvez-vous confirmer le numéro de la carte et la transaction en question? J'ai débité les détails tout en fixant ma mère. Le visage de Pamela était passé du rose au blanc, puis à un gris maladif. Elle s'est tournée vers la maison, cherchant du renfort, cherchant l'homme qui était censé avoir construit cette famille. Arthur, a-t-elle appelé, sa voix se brisant. Arthur, sors d'ici. La porte d'entrée s'est ouverte lentement. Mon père a émergé, mais il n'a pas descendu les marches. Il s'est tenu sur le porche, les mains dans les poches, les épaules voûtées. Il a regardé la scène devant lui, le camion de livraison, les travailleurs figés, le visage désespéré de sa femme, l'expression choquée de Paisley. Et moi, sa fille aînée, debout dans son allée, signalant sa famille pour fraude. Nos regards se sont croisés. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux bleus pâles. Il pesait ses options, mesurait les conséquences. Pendant un bref instant, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il ferait la bonne chose. Il admettrait ce qui s'était passé. Il essaierait de réparer ça. Au lieu de cela, mon père a fait la chose la plus lâche dont j'ai jamais été témoin. Il a baissé la tête, nous a tourné le dos à tous, est rentré dans la maison et a fermé la porte. Pas un claquement, cela aurait nécessité de la passion, de la colère, une sorte d'émotion. Juste un clic silencieux et définitif de la serrure. Il avait abandonné sa femme et sa fille pour faire face seul aux conséquences de leurs actes. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait aidé avec mes devoirs de maths, qui m'avait préparé pour mon premier entretien au musée, cet homme a choisi son propre confort plutôt que de soutenir sa famille dans son moment de crise. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré. Mais ce n'était pas une rupture. C'était la dernière pièce de l'obligation qui tombait. Mademoiselle Moore? La voix de Jennifer m'a ramené à la réalité. Vous êtes toujours là? Oui. Je suis là. J'ai localisé la transaction. 15 500 € débités à la Gilded Crib, traités la semaine dernière. Je lance une enquête pour fraude immédiatement. Nous allons geler la carte, annuler la transaction et inverser le débit dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Vous recevrez une nouvelle carte dans un délai de 7 à 10 jours. Y a-t-il autre chose que vous devez signaler? C'est tout, merci. Un spécialiste de la fraude vous contactera dans les 24 heures pour une déclaration détaillée. Merci d'avoir signalé cela rapidement, mademoiselle Moore. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sébastien s'est raclé la gorge. Étant donné les circonstances, je rappelle cette livraison. Il a fait signe à son équipe d'un geste professionnel de la main. Cette commande est annulée. Le personnel de livraison, clairement soulagé de faire quelque chose au lieu de se tenir au milieu d'une implosion familiale. C'est là que Paisley a perdu le contrôle. Non, 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 non. Elle s'est précipitée vers le camion, mais Sébastien s'est interposé en douceur sur son chemin. Vous ne pouvez pas le prendre. C'est à moi. J'ai passé des semaines à planifier la chambre de bébé. Avez-vous une idée de la difficulté à trouver des modèles d'exposition dans cette teinte exacte de sauge? Madame, la titulaire de la carte a signalé une fraude. Nous ne pouvons pas effectuer cette livraison. J'attends un bébé, a hurlé Paisley, sa voix montant à un registre que je ne savais pas humainement possible. Vous êtes tous en train de tout gâcher. Mes abonnés attendent la révélation de la chambre. C'est du sabotage. Je l'ai regardée s'effondrer avec un étrange sentiment de détachement. Elle ne pleurait pas de m'avoir trahi. Elle ne s'excusait pas d'avoir volé. Elle était dévastée de perdre des meubles. À cause de son calendrier de contenu Instagram. À cause de sa carrière imaginaire d'influenceuse qui n'existait que dans son esprit délirant. Audrey, s'il te plaît. Maman a essayé une dernière fois, sa voix à peine un murmure maintenant. Pense à ton neveu. Pense à la famille. Je me suis tourné pour la regarder, vraiment la regarder. J'ai vu les fines rides autour de ses yeux, les racines grises apparaissant sous ses cheveux blonds teints, la saleté sous ses ongles de son jardin. J'ai vu une femme qui avait choisi la fantaisie de sa fille cadette plutôt que la réalité de sa fille aînée, encore et encore et encore. J'ai pensé à la famille, ai-je dit doucement. Pendant 3 ans, je vous ai payé 1 500 € par mois.
J'ai rénové ce grenier avec 10 000 € de mon propre argent. Je me suis faite plus petite, plus silencieuse et plus arrangeante, pour que Paisley puisse être bruyante, exigeante et prendre toute la place. J'ai pensé à la famille chaque jour. Le moteur du camion de livraison a rugi. Les travailleurs se déplaçaient rapidement, voulant probablement échapper à ce cauchemar de banlieue. Mais vous n'avez pas pensé à moi, ai-je continué. Pas quand vous avez donné ma chambre, pas quand vous m'avez mise à la porte, pas quand vous avez volé ma carte de crédit. Alors non, maman. J'ai fini de penser à cette famille. Vous auriez dû penser à moi. Je suis retourné à ma voiture sans me retourner. Derrière moi, j'entendais Paisley crier encore, sa voix rauque et désespérée. J'entendais maman essayer de la faire taire, inquiète pour les voisins. J'entendais le camion s'éloigner, emportant avec lui la dernière preuve de leur tentative de vol. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et pour la première fois en 3 ans, je me suis sentie puissante. Le trajet de retour à l'appartement de Madame Thorne était flou. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'arrêter 2 fois juste pour respirer. L'adrénaline qui m'avait soutenu pendant la confrontation s'estompait, laissant derrière elle une sensation de tremblement et de vide. Mais sous ce vide, il y avait autre chose, quelque chose de solide et de réel. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Quand je suis finalement revenu à la suite, Madame Thorne attendait sur sa terrasse arrière avec 2 verres de thé, comme si elle avait su d'une manière ou d'une autre exactement quand je reviendrais. Ses cheveux poivre et sel étaient tirés en leur chignon soigné habituel, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, un livre de poche usé reposant sur la table d'appoint à côté de sa chaise en osier. Alors, a-t-elle demandé alors que je montais les marches, ses yeux vifs observant mon visage rougi et mes mains tremblantes. Je lui ai fait un bref résumé de ce qui venait de se passer. Le camion est reparti à vide, ai-je dit, puis, de manière inattendue, j'ai commencé à rire. Pas un rire hystérique, mais quelque chose de plus propre. Du soulagement, peut-être. Mon père est littéralement rentré et a fermé la porte à clé. Il les a juste abandonnés. Les lèvres de Madame Thorne ont tressailli. Le patriarche se révèle être fait de papier. Comme c'est shakespearien. Elle m'a tendu le thé glacé. Buvez. Puis dites-moi ce qui se passe ensuite. Ensuite, j'ai sombré dans la chaise à côté d'elle. Mon enfant, vous venez de les humilier devant leurs voisins et d'annuler leurs biens volés. Pensez-vous qu'ils vont simplement accepter cela et continuer leur vie? Elle avait raison, bien sûr. Madame Thorne avait toujours raison. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour savoir à quel point elle avait raison. Le premier texto est arrivé 20 minutes plus tard, alors que j'essayais de manger un sandwich que je ne pouvais pas goûter. C'était de maman. Nous devons parler. Appelle-moi. Je l'ai fixé, je l'ai lu. J'ai posé mon téléphone face contre la table sur le comptoir de la cuisine. 10 minutes plus tard, Audrey, tu es puérile. Ta sœur est dévastée. Appelle-moi. J'ai pris une bouchée de sandwich, j'ai mâché, j'ai avalé. Je n'ai pas pris le téléphone. Le soir, mon téléphone explosait. Des textos de maman, des textos de Paisley. Même un texto de Jess, ce qui était remarquable, étant donné qu'il avait à peine aligné 3 mots en ma présence au cours des 2 dernières années. Mec, c'est vraiment tordu. On peut juste parler? J'ai lu chacun d'entre eux, le petit accusé de lecture apparaissant sous chaque message. Et puis je n'ai absolument rien fait. Madame Thorne était partie à son club de lecture hebdomadaire, me laissant seul avec mon téléphone vibrant et mes pensées qui s'emballaient. Je savais ce qu'ils attendaient. Ils attendaient que je craque, que je me sente coupable, que je revienne en rampant avec des excuses et un portefeuille ouvert. C'est ce que j'avais toujours fait avant. Mais j'avais appris quelque chose d'important pendant mes années d'archiviste au musée. La patience est une arme. La meilleure façon de préserver quelque chose de fragile est de le retirer des éléments nocifs et d'attendre. Le temps révèle tout. Alors, j'ai attendu. Le lendemain matin, ils avaient changé de tactique. Quand j'ai vérifié mon téléphone en buvant mon café, j'ai découvert que Paisley avait publié sur sa page. Mon doigt a plané sur la notification un long moment avant que je ne l'ouvre. La publication était un chef-d'œuvre de manipulation. Je n'ai pas l'habitude d'étaler les affaires de famille en ligne, mais je suis au bout du rouleau. Hier, ma propre tante, oui, ma sœur, mais elle est assez vieille pour être ma tante,
LOL, a délibérément saboté la livraison des meubles de la chambre de mon petit garçon. J'ai passé des semaines à sélectionner soigneusement chaque pièce pour son arrivée, et elle a appelé l'entreprise et a tout annulé par dépit. Je suis actuellement aux urgences, sous surveillance pour des complications liées au stress. Les médecins disent que le rythme cardiaque du bébé est élevé, tout ça parce que quelqu'un ne pouvait pas être heureux pour moi. Je tremble en tapant ceci. S'il vous plaît, envoyez de l'amour. La publication était en ligne depuis 6 heures et avait déjà 43 commentaires, principalement de sa maigre liste d'abonnés, des gens du lycée, des parents éloignés, les amis de l'église de maman. C'étaient toutes des variations de « Oh mon Dieu, c'est terrible, certaines personnes sont juste jalouses, et je pense à toi et au bébé ». Maman avait commenté aussi. Mon cœur est brisé. J'ai élevé mes 2 filles pour qu'elles s'aiment, mais parfois on se rend compte qu'on a nourri un serpent dans son sein. En espérant que mon petit-fils survive à ce stress. N serpent. Elle m'avait traité de serpent. J'ai senti mon visage s'empourprer. Mon premier réflexe a été de me défendre, d'écrire un commentaire expliquant ce qui s'était réellement passé, d'exposer leur vol publiquement. J'ai ouvert la boîte de commentaires et j'ai commencé à taper. Puis je me suis arrêté. La voix de Madame Thorne a résonné dans ma tête, d'une conversation que nous avions eue quelques jours auparavant alors que j'étais contrarié par quelque chose que Paisley avait publié. Ne te bats jamais avec un cochon, ma chère. Vous vous salissez tous les deux, mais le cochon, lui, aime ça. J'ai effacé le commentaire à moitié écrit, j'ai posé mon téléphone. Si je répondais, j'aurais l'air sur la défensive. Les gens sur la défensive ont l'air coupables. Au lieu de cela, je les laisserai crier dans le vide pendant que je construirai tranquillement mon dossier. Les textos ont continué tout au long de la journée. Maman, 9h47, Paisley est vraiment à l'hôpital. Sa tension artérielle est dangereusement élevée. C'est ce que tu voulais. Maman, 11h23, ton père ne me regarde même plus. Tu as détruit cette famille. Maman, 14h15, si tu ne veux pas être renié par tous ceux qui comptent, rentre à la maison et excuse-toi auprès de ta sœur. Nous pouvons renégocier l'argent des meubles. Nous sommes des gens raisonnables. Ah, c'était ça. Renégocier. Il pensait encore que c'était une négociation. Il croyait encore que finalement, je céderais, et qu'ils obtiendraient une version de ce qu'ils voulaient. J'ai lu chaque message, et je n'ai rien tapé en retour. Ce silence était délibéré, calculé. C'était un piège, et il marchait droit dedans. Pendant que Paisley publiait des mises à jour de plus en plus dramatiques, apparemment, elle était maintenant traumatisée émotionnellement et suivait une thérapie, pendant que maman envoyait des textos qui alternaient entre culpabilisation et corruption. J'étais occupé à faire quelque chose de beaucoup plus productif. Je travaillais avec la banque. La spécialiste de la fraude, une femme nommée Karen avec une voix sans fioriture, m'a appelé le jeudi après-midi. Je me suis assise à la table de la cuisine de Madame Thorne avec mon ordinateur portable ouvert, un carnet rempli de dates et de détails, et je lui ai tout expliqué. Donc, vous aviez les informations de votre carte de crédit enregistrée sur leur ordinateur, a demandé Karen. Oui, je l'ai utilisée une fois, il y a environ 2 semaines, pour réserver un vol pour un voyage d'affaires alors que je vivais encore là-bas. J'ai dû cocher et se souvenir de moi sans réfléchir. Je n'ai pas réalisé que mes identifiants resteraient enregistrés après mon déménagement. Et vous êtes certaine que vous n'avez pas autorisé cet achat? Absolument certaine. J'ai déménagé de leur maison. Je n'avais aucune connaissance de cet achat jusqu'à ce que je voie la charge en attente sur mon compte. Quand je les ai confrontés, ils ont admis que ma sœur avait fait l'achat en utilisant les informations enregistrées. Ont-ils tenté de le justifier? Ils ont prétendu que c'était un prêt familial, mais je n'ai jamais accepté de prêter quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils ont pris mes informations sans permission et ont fait un achat de 15 000 €. Ce n'est pas un prêt, c'est du vol. Karen est restée silencieuse un moment, et j'ai pu entendre des bruits de clavier. Mademoiselle Moore, je vais être franche avec vous. Ce cas a dépassé la simple fraude à la carte de crédit. D'après votre déclaration et les preuves, l'adresse IP correspond à la résidence de vos parents, le moment coïncide avec votre absence. Et vous avez fourni une documentation claire de votre date de déménagement, il s'agit de fraude au dispositif d'accès non autorisé. C'est un crime fédéral. Mon estomac s'est retourné. Fédéral? Oui. Nous sommes tenus de le signaler.
Je veux que vous compreniez qu'une fois cette enquête terminée, il pourrait y avoir des conséquences juridiques pour les personnes impliquées. J'ai pensé à la publication de Paisley sur Facebook, à sa fausse visite aux urgences, aux commentaires de maman me traitant de serpent. J'ai pensé à papa rentrant et fermant la porte à clé. J'ai pensé à ma table à dessin sous la pluie. Je comprends, ai-je dit. Je veux poursuivre. Très bien. J'aurai besoin que vous déposiez également un rapport de police officiel. Prenez ce numéro de dossier à votre poste de police local et déposez une plainte pour usurpation d'identité. Une fois que nous aurons cela, nous pourrons finaliser l'enquête. Après avoir raccroché, je suis resté assise à la table pendant un long moment, fixant mes notes. Le numéro de dossier était écrit à l'encre bleue en haut de la page, 2024 FR 884021. Ça semblait réel maintenant. Lourd. Irréversible. Madame Thorne est rentrée vers 18 h, portant un sac de courses et une pile de livres de la bibliothèque. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a tout posé. Du thé, a-t-elle demandé. S'il vous plaît. Nous nous sommes assises ensemble dans sa petite cuisine soignée pendant que la bouilloire chauffait. Je lui ai parlé de l'appel avec Karen, du rapport de police que je devrais déposer, des mots au crime fédéral qui flottaient dans l'air comme de la fumée. Vous avez des doutes, a observé Madame Thorne. Ce n'était pas une question. Ne devrais-je pas? J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude qu'elle avait placée devant moi. Je veux dire, ça pourrait vraiment leur faire du mal. Et si Paisley perd le bébé à cause du stress? Et si papa perd son emploi? Et si? Arrêtez. La voix de Madame Thorne était tranchante. Écoutez-vous. Vous assumez la responsabilité des conséquences qu'ils ont créées. Ils vous ont volé. Ils vous ont calomnié publiquement. Ils vous auraient mis en faillite sans une seconde de réflexion. Et maintenant, vous vous inquiétez de les protéger. C'est ma famille. Non, ma chère. Elle s'est penchée en avant, ses yeux féroces derrière ses lunettes de lecture. La famille se protège mutuellement. La famille respecte les limites. Ce qu'ils sont, ce sont des gens qui partagent votre ADN. Il y a une différence. J'ai dégluti difficilement. Tout le monde va me détester. Tous ceux qui comptent connaissent déjà la vérité. Et ceux qui croient à leurs absurdités? Elle a agité une main dédaigneuse. Ce ne sont pas vos gens de toute façon. La personne la plus bruyante dans la pièce est généralement la plus vide. Votre sœur crie sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait, au fond d'elle-même, qu'elle a tort. Votre mère pleure famille parce que c'est la seule carte qui lui reste à jouer. Mais vous? Vous jouez aux échecs alors qu'ils jouent aux dames. Que voulez-vous dire? Réfléchissez-y. Chaque crise de colère qu'ils font. Chaque mensonge qu'ils publient. Chaque tentative de vous manipuler. Tout cela crée une piste. Un dossier. Lorsque cela fera l'objet d'une enquête, qui aura l'air crédible? La femme qui a calmement signalé une fraude et coopéré avec les autorités? Ou les gens qui font des crises de nerfs publics et tentent de réécrire l'histoire sur les réseaux sociaux? Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de maman. La banque m'a appelé aujourd'hui pour me poser des questions. Je leur ai dit que c'était un malentendu familial. Tu dois les rappeler et retirer la plainte. Ça a assez duré, Audrey. J'ai montré l'écran à Madame Thorne. Elle l'a lu et a souri. Oh, comme c'est délicieux. Elle vient de s'incriminer. Quoi? Elle a admis que la banque l'avait appelée pour vérification. Cela signifie qu'ils ont confirmé que la transaction provenait de son emplacement. Et en prétendant que c'était un malentendu familial au lieu de nier toute connaissance, elle confirme qu'elle était au courant de l'achat. Elle essaie de minimiser, mais ce qu'elle fait en réalité, c'est avouer. Madame Thorne a posé sa tasse de thé avec un cliquetis satisfait. Votre mère vient de se transformer d'une complice involontaire en une participante consciente. J'ai regardé le message texte avec de nouveaux yeux. Maman pensait être intelligente, pensait clore l'enquête. Au lieu de cela, elle venait de donner à la banque exactement ce dont elle avait besoin pour prouver que ce n'était ni un accident ni un malentendu. C'était une fraude délibérée. Ils pensent qu'ils gagnent, ai-je dit lentement. Ils pensent qu'ils gagnent, a convenu Madame Thorne, ce qui signifie qu'ils continueront à faire des erreurs, à être bruyants, à créer des preuves.
Tout cela pendant que vous restez silencieuse et laissez le système faire son travail. Je n'ai pas répondu au texto de maman. Je l'ai sauvegardé en capture d'écran à la place, l'ai classé dans un dossier sur mon ordinateur portable intitulé Épreuve, et j'ai regardé le soleil se coucher par la fenêtre de la cuisine de Madame Thorne. Quelque part en ville, ma famille était probablement réunie dans le salon pour célébrer sa victoire. Maman avait réglé le problème de la banque. Paisley était probablement déjà de retour sur son téléphone, planifiant sa prochaine publication. Papa était probablement dans son fauteuil inclinable, soulagé de ne pas être impliqué. Il n'avait aucune idée que le piège s'était déjà refermé sur eux. Ils étaient juste trop occupés à danser pour remarquer qu'ils étaient pris. Les conséquences ne sont pas arrivées avec une forte détonation. Elles sont venues avec l'effondrement froid et clinique des chiffres, un désastre au ralenti. La cote de crédit de ma mère ne survivrait même pas à la saison. L'effondrement, quand il est venu, a été rapide et impitoyable. J'en ai entendu parler par bribes, des fragments d'informations qui ont filtré par tante Caroline, la sœur de papa, qui avait toujours été gentille avec moi de cette manière prudente que les gens ont quand ils savent que quelque chose ne va pas mais ne veulent pas s'ingérer. Ta mère a essayé de refinancer, m'a dit Caroline autour d'un café dans un restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Elle m'avait contacté pour me rencontrer, et j'avais accepté, principalement par curiosité. Ils allaient faire un refinancement avec retrait d'espèces pour rembourser leur carte de crédit. Apparemment, les choses ont été tendues depuis que tu as déménagé. Je n'ai rien dit. La table à dessin vintage m'est revenue en mémoire, son beau grain de bois s'imbibant de pluie, des ruisselets coulant le long de ses pieds sculptés. Le paiement de l'hypothèque est dû dans 2 semaines, a continué Caroline. Sans le refinancement, sans ta contribution, ils ne peuvent pas le faire. Arthur a enfin regardé les chiffres réels. Audrey, ils n'ont presque aucune valeur nette. La maison est pratiquement en dette négative. Caroline a soupiré. Tu connais ton père. Toutes ces opportunités dans lesquelles il a investi au fil des ans. La start-up technologique qui a coulé, ce truc de marketing multiniveau. Il a pris une ligne de crédit sur valeur domiciliaire il y a 5 ans et n'a jamais dit à Pamela le montant total. Entre ça et l'hypothèque originale, ils doivent presque tout ce que la maison vaut. Ils vont la perdre, n'est-ce pas, ai-je demandé. Ils l'ont mise en vente hier. Vente rapide. L'agent immobilier dit qu'il pourrait récupérer 10 000 € après avoir remboursé les 2 prêts, s'ils ont de la chance. Caroline a tendu la main sur la table, touchant la mienne. Je sais que les choses sont compliquées entre vous tous, mais je pensais que tu devais savoir. Je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir. Il n'y a pas eu de vague de triomphe, pas de satisfaction jubilatoire. Au lieu de cela, il y avait juste une étrange libération creuse, comme si je déposais un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. Ce soir-là, assise dans ma chambre chez Madame Thorne, cet espace qui était devenu plus un foyer en 2 mois que ce grenier ne l'avait été en 3 ans. Les murs étaient de couleur crème, les meubles simples mais robustes. Par la fenêtre, je pouvais voir le jardin de Madame Thorne, où les dernières roses de la saison fleurissaient dans une splendeur provocante. Mon ordinateur portable était ouvert sur une annonce immobilière. La maison de la famille Moore, photographiée dans une lumière dorée de l'après-midi qui la rendait chaleureuse et accueillante. Le prix demandé était agressif, 30 000 € en dessous de la valeur marchande. Vendeur motivé, disait la description. Clôture rapide possible. Je me demandais si le photographe avait capturé le grenier, mon grenier, la lucarne que j'avais installée moi-même, les étagères intégrées que j'avais mesurées, poncées et peintes. Tout cela allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne saurait jamais ce que cela avait coûté. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je n'avais délibérément pas enregistré, bien que je l'ai reconnu instantanément. J'espère que tu es heureuse. Nous devons vendre la maison. Papa ne me parle plus. Tu as gagné. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot était soigneusement choisi pour infliger un maximum de culpabilité, une frappe chirurgicale visant la partie de moi qui avait passé une vie à absorber leur douleur et à appeler cela de l'amour. L'ancienne Audrey aurait rappelé, se serait excusée, aurait offert de l'aide d'une manière ou d'une autre, peut-être même retiré le rapport de fraude s'il n'était pas trop tard. Mais cette Audrey avait été laissée sous la pluie avec la table à dessin. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué le numéro non plus, je voulais pouvoir voir s'ils essayaient à nouveau.
Mais j'ai posé mon téléphone face contre la table sur le bureau et je suis retourné à mon ordinateur portable. Toute l'histoire est sortie non pas par ma famille mais par l'autodestruction spectaculaire de Paisley. Madame Thorne m'a montré la vidéo. Elle faisait sa navigation hebdomadaire sur Internet, elle était étonnamment douée en technologie pour 82 ans, quand elle est tombée sur la diffusion en direct de Paisley. Je pensais que vous devriez voir ça avant que ce ne soit supprimé, avait-elle dit, son expression impénétrable. La vidéo durait 47 minutes de pur chaos. Paisley était assise dans ce que j'ai reconnu comme le salon de mes parents, son visage marbré et gonflé par les pleurs. L'arrière-plan soigneusement arrangé de ses vidéos précédentes avait disparu, remplacé par des boîtes en carton visibles et des murs nus. Sa grossesse était plus évidente maintenant, son visage plus rond, ses mouvements plus lents. « Je ne comprends pas comment c'est arrivé, disait-elle, la voix épaisse de larmes. Nous avons tout fait correctement. Nous avons investi dans la qualité, nous construisions une marque, un avenir pour notre bébé, et maintenant ces banques maléfiques nous détruisent pour un malentendu au point. » Le chat défilait, un mélange de sympathie et de scepticisme. Quel malentendu? Attends, vous perdez la maison. Qu'est-il arrivé à tous ces meubles que tu as montrés le mois dernier? Paisley a essuyé ses yeux, étalant davantage son mascara. Ma propre sœur a déposé un rapport de fraude parce que maman a utilisé sa carte de crédit pour les meubles. Mais maman avait demandé la permission. C'était juste une mauvaise communication, et maintenant ils ont ruiné le crédit de maman à cause de ça, et la banque ne veut pas refinancer, et nous perdons tout. Le chat a explosé. Ta mère a utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas une mauvaise communication, c'est du vol. 15 000 €, c'est un crime. J'ai regardé, médusé, Paisley essayait de faire marche arrière, d'expliquer, de faire en sorte que le récit fonctionne en sa faveur. Mais le mal était fait. Son nombre d'abonnés, affiché bien en vue en haut de l'écran, diminuait en temps réel. 73 abonnés. 72. 71. Vous ne comprenez pas, sanglotait Paisley. C'était censé être notre grande percée. L'esthétique était parfaite. L'engagement commençait à augmenter. Nous avions juste besoin d'un peu plus de temps. Et maintenant, la vengeance d'Audrey a tout détruit. Nous allons être sans abri. Sans abri avec 2 bébés. Peut-être trouver un travail? Ton esthétique a coûté 15 000 € à quelqu'un d'autre, c'est insensé. C'est pour ça que personne ne prend les influenceurs au sérieux. La vidéo s'est terminée avec Paisley éteignant la caméra avec colère. Mais pas avant que sa voix ne se brise une dernière fois. Je la déteste. Je la déteste tellement. Madame Thorne a fermé doucement l'ordinateur portable. Eh bien, dit-elle, la voix sèche. C'est une sacrée confession. Je me suis adossé à ma chaise, en train de digérer. Paisley avait fait ce qu'aucun témoignage juridique, aucun rapport de crédit, aucune déclaration de détective n'aurait pu faire, elle avait publiquement admis tout le stratagème. Elle avait validé chaque choix que j'avais fait dans cette allée, chaque moment où j'étais resté ferme pendant qu'il criait. « Vous sentez-vous vengé » a demandé Madame Thorne. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit finalement. Je me sens libre. La mise à jour suivante est venue de Caroline à nouveau, 3 semaines plus tard. La maison avait été vendue. Un jeune couple avec 2 enfants, déménageant d'un autre état, désireux de conclure avant le changement d'année scolaire. Ils avaient payé le prix demandé, désespérés pour l'emplacement et le bon district scolaire. Après avoir remboursé la première hypothèque, la ligne de crédit sur valeur domiciliaire, les frais de clôture et la commission de l'agent immobilier, mes parents sont repartis avec 7 200 €. 7 200 € pour une maison dans laquelle ils avaient vécu pendant 18 ans. Moins que ce que je leur avais payé en loyer en 6 mois. Ils avaient emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un complexe de logements subventionné à 40 minutes de là. Paisley et Jess avaient trouvé un endroit aussi, une location miteuse en banlieue, loin du quartier branché dont Paisley avait toujours fantasmé. Paisley a trouvé un travail au supermarché, m'a dit Caroline, son ton soigneusement neutre. Poste de caissière. Jess fait une sorte de travail de livraison à la demande. Le rêve de la blogueuse parentale était mort. Le manoir de l'influenceuse avait disparu. La vie soigneusement organisée s'était effritée comme du papier de soie sous la pluie. J'aurais dû ressentir quelque chose.
de la satisfaction, peut-être. Ou de la culpabilité. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Un soir, assise dans ma chambre silencieuse, j'ai sorti le dossier que j'avais gardé de l'enquête pour fraude. Relevé bancaire, rapport de police, la copie de ma plainte pour fraude originale, avec son langage froid et clinique décrivant l'usurpation d'identité et les transactions non autorisées. J'ai tout relu une dernière fois, puis je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Ma mère m'avait envoyé un dernier texto 2 jours plus tôt. Ton père et moi ne nous parlons plus. J'espère que tu réalises ce que tu as fait à cette famille. J'avais fixé ce message pendant un long moment, sentant l'attraction familière de la culpabilité essayer de planter ses crochets en moi. Puis je me suis souvenu de quelque chose que Madame Thorne avait dit quand j'avais emménagé pour la première fois. Les gens qui vous blâment pour les conséquences de leur propre choix ne cesseront jamais de vous blâmer. La question est de savoir si vous continuerez à accepter ce blâme. J'ai supprimé le message sans répondre. Dehors, par ma fenêtre, le soir d'automne s'installait, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. Quelque part en ville, mes parents apprenaient à vivre avec les conséquences d'avoir traité leur fille comme un distributeur automatique de billets avec des émotions. Et j'étais ici, dans une chambre qui me coûtait 800 € par mois, presque la moitié de ce que je leur payais, avec une propriétaire qui n'attendait rien d'autre que le loyer et le respect. Je n'avais rien gagné. J'avais juste arrêté de perdre. Cela, j'apprenais, était suffisant.